Mystère mystérieux. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est? Bonjour et bienvenue. Vous êtes des grands malades. Merci d'être venus si tôt, aussi nombreux et nombreuses, pour un nouvel épisode des Mystères Mystérieux en ouverture de ce deuxième jour du festival Podcast. Alors, les Mystères Mystérieux, vous connaissez peut-être, j'imagine. C'est le podcast des mystères inexpliqués, des secrets bien gardés et où on aime bien rigoler. Ça fait 2 ans. Le podcast était mort, mais il revit. Il revit. Et nous avons une invitée cette année. Nous avons avec nous Gaëlle. Oui, Bravo. Bonsoir. Donc, on va commencer tout de suite avec les traditionnels mots-clés. Donc, en fait, le concept, c'est qu'on ne se dit pas à l'avance ce dont on va parler. On va juste se dire des mots-clés et on verra qui c'est qui se lance. Les filles, quels sont vos mots-clés ? Alors moi, c'est hypocondrie et voix. J'en ai 2. Ok, toujours plus, Sandy. Oui. Gaëlle. Squelette et puis Ok. Et moi, mon mot-clé, c'est confabulation. Confabulation, oui, mon Dani. Moi, ce que je propose, c'est que... Gaëlle, est-ce que tu aimerais commencer avec ton sujet ? j'aimerais bien commencer déjà par vous dire merci pour l'invitation et je veux bien commencer comme ça c'est fait et je peux profiter de vos chroniques à vous. En fait, tu présentes ta chronique et tu te barres, quoi. Mic drop. On dirait que c'est parti. Alors c'est parti. Alors, c'est parti, Gaëlle. On t'écoute. Alors, donc je vais vous parler je vous plante le décor. Nous sommes en été 2005 dans la ville d'Albi et Marie-Claude hérite de la maison de sa défunte mère, Françoise, décédée des suites d'un cancer. Donc la maison du 15 rue Montaudry est restée inoccupée pendant un an environ, et nécessite des travaux de rafraîchissement, notamment dans le jardin, au milieu duquel on trouve un vieux puits asséché. Donc elle fait venir des ouvriers qui font alors une découverte des moins surprenantes. Oui. Un raton laveur qui bouge le fond du puits. Alors je cite, une habitation souterraine de 5 mètres carrés enfouie au bout d'une galerie à 7 mètres de profondeur sous le jardin du 15 de la rue. Alors, attends, une habitation souterraine, c'est-à-dire un abri anti-atomique ? C'est-à-dire une pièce creusée. En fait, t'as le puits. Ouais, T'as une galerie de 7 mètres de profondeur et au fond, ouais. t'as une petite pièce de 5 mètres carrés à peu Ouh près. là là. Avec le gaz, l'élec... J'en dis pas plus. Ah là. Alors accrochez-vous bien parce que c'est que le début. Alors, dans un réduit aménagé, donc à 7 mètres de profondeur sous l'habitation, gît un squelette allongé au sol, vêtu de sous-vêtements féminins et recouvert d'un amas de livres et de journaux. Waouh. Ah, c'est ce que je voulais entendre. Ah oui. Ah waouh. C'est parfait. Ah là-dessus, ouais, ok. Voilà. Évidemment, une enquête a été ouverte. Les causes de la mort ont été recherchées et restent inexpliquées à ce jour. Donc, en fait, les analyses toxicologiques sont OK. Il n'y a pas de traces de violence, de balles, de coups de couteau. La personne n'était pas enfermée. C'est ça qui est fou, en fait. Mais en fait, elle rentrait, elle sortait par le puits. A priori, elle avait la possibilité de Ok. faire des allées. Et elle était là depuis quand, du coup, parce que si elle était à l'état de squelette. Trop de questions d'un coup. Ah. Ah merde, d'accord. Ça, c'est que le début de l'histoire. Pardon. Tu brûles les étapes. Et et elle était nourrie. Voilà, donc en fait, effectivement, elle était... Ok. C'est quand même une mort mystérieuse. Mystère. Donc ça va. C'est OK. Alors, donc à qui appartient ce mystérieux squelette ? Que faisait-il caché ici ?
Sous des livres. Sous des livres, en petite En tenue, petite tenue. de féminine. Alors, pour déblayer un peu tout ça, il faut s'intéresser à qui était Françoise. Donc Françoise, si vous avez bien suivi, mais je suis pas sûre en fait de l'avoir dit. C'est la dame. Voilà, c'est ça. C'est la maman de Marie-Claude. C'est la dame qui était malade et qui est décédée. Ça, c'est une vraie histoire que tu nous racontes. Complètement. À Albi. C'est arrivé à Albi il y a 20 ans. À Albi, ok. Ouais. Et donc, c'est l'ancienne propriétaire de la maison. Alors, elle était décrite de la façon suivante. Donc, Françoise Bolesteros est elle-même un mystère. Divorcée, elle était en termes difficiles avec sa fille, qui pouvait passer des années sans la voir. Elle occupait sa retraite en donnant des cours d'informatique et en pianotant sur Internet. Ses voisins la décrivent comme une personne aimable, mais très discrète, difficile d'approche. C'est toujours ça. Ah, mais je me doutais de rien, mais il était vraiment gentil. Il a tué 25 personnes, ah bon? On n'aurait pas dit. Ils évoquent poliment son côté désordonné, admettant qu'elle jetait ses ordures dans son jardin et que sa maison était un bouge. Ah oui, donc il y a désordonné et Oui. Voilà. Mais bon, voilà, si vous voulez, rien d'extraordinaire, une personne plutôt normale, si ce n'est qu'elle est bordélique, quoi. Ok. Mais on nous dit quand même qu'elle est très discrète et difficile d'approche, donc c'est peut-être quelqu'un qui garde un secret. Oh là Un là, mystère comment tu mystérieux. parles du corps. Donc pour creuser un peu tout ça, on va s'intéresser à son histoire et à qui elle a été. Alors, on est dans les années 60. Françoise fait l'école normale à Albi. À 20 ans, elle en sort diplômée et elle prend son premier poste dans la foulée à Bar. Donc Bar, c'est un petit village dans les monts de la Cône. Ok. Donc on est dans le coin. Elle arrive à Bar en septembre 1963, où elle est accueillie par Gabriel, Gabi pour les intimes. C'est le postier et le secrétaire de la commune. Donc il l'accueille, il lui montre sa future classe, c'est la seule classe de la commune à cette époque, et il l'installe dans un petit appartement juste au-dessus de la salle de classe en fait. Je me demande pourquoi tu nous parles de Gabi, le postier, là. Il y a un bail. Eh ben, ça m'a, justement, tu vois, moi aussi ça m'a fait un truc, on en parlera après, mais voilà, je sais pas. Donc je récapitule, on est en 63, elle est fraîchement diplômée, elle s'installe seule, elle est célibataire, et elle attaque sa rentrée de septembre. Donc à cette époque-là, elle était décrite de la façon suivante. Donc c'était une très bonne enseignante à l'ancienne, sévère et discrète, dotée d'une intelligence de grande envergure. Elle n'était pas très sociable, ne fraternisait pas beaucoup avec les gens du village. Très grande, Françoise s'habillait toujours de vêtements amples. Personne ne s'est douté qu'elle était enceinte, se souvient le maire. Merci. Voilà. Est-ce que c'est pour ça que tu as mentionné Gabriel hein? Je ne sais pas. Okay. Le mystère reste entier. Ah là là. Donc je poursuis. Donc un mercredi de la fin du mois d'octobre, elle a ouvert ses volets et a signalé aux enfants qu'il n'y aurait pas classe ce jour-là. Le lendemain, jeudi, c'était jour de repos. Le vendredi, elle a dit à nouveau que la classe n'aurait pas lieu. Et le samedi, elle a demandé à la professeure de couture de monter chez elle. Et là, il y avait l'enfer. Il y avait quoi? Je sais pas compris. L'enfer. L'enfer, ok. Du coup, t'as une réaction en retard? Oui. Merci. Ouais. Alors, Gabrielle Roulenc, c'est Gabi, hein, C'est Gabi, qui le postier. Voilà. Je l'ai. Qui est devenue maire de Bar au moment de 2004, en fait. Quoi? En fait, en 63, c'était le postier de Bar. Uh-huh. Et là, au moment en fait où l'enquête est menée par les journaux, il est le maire. Il est devenu maire. J'ai l'impression d'entendre la saga de l'été, quoi. Voilà. C'est pour ça que du coup, c'est lui qui répond beaucoup aux journaux, en fait. D'accord. Donc, Gabriel Roulenc, qui était aussi le parrain du petit Guy, a du mal à raconter. Cette scène que j'ai vue m'a marqué toute ma vie. Dans sa chambre, il y avait un nouveau-né, nu et ensanglanté, moribond. Oh. La mère n'était pas en bon état non plus. Elle avait accouché sans rien dire et elle laissait mourir son enfant sans le nourrir, sans le toucher. Donc voilà, c'est quand même un peu hard. Ah bah ouais. Voilà. Ok. Je suis désolée, je rigole quand même, mais c'est la façon dont tu le présentes.
c'est costaud, quoi. Voilà. Donc on se retrouve avec encore plus de questions finalement, parce que qui est le père, quel était le plan, pourquoi se cacher. Bon, on est en 63, une femme célibataire, enceinte, on peut comprendre pourquoi elle se cachait. Oui. Mais c'est quand même assez troublant, quoi. Personne ne l'a vu, elle l'avait pas dit, voilà. Donc, toujours selon Gabriel Roulenc, il aurait croisé le père 2 fois dans le village, mais Françoise souhaitait pas du tout que son fils rencontre son père. Voilà. Elle s'y est toujours opposée. Car oui, en fait, le bébé a survécu. C'est-à-dire que Françoise et le bébé, qui s'appelle Guy, vous l'aurez compris, ont été emmenés à l'hôpital et ils ont été soignés. Et donc la vie a repris son cours, Françoise est retournée à l'école, etc. Et peu de temps après, elle a épousé Claude, c'était un agriculteur du coin. Donc Claude va reconnaître Guy, qui portera son nom. Et quelques années plus tard, elle va donner naissance à sa fille Marie-Claude, qui héritera ensuite de la maison. Ok. Ça fait beaucoup. Vous donc suivez ? 2 enfants, Voilà. un garçon, une fille et un squelette dans le puits. Voilà. Alors, est-ce qu'à ce stade de l'histoire, vous voyez un peu comment ça va s'imbriquer ? Pas Bah, trop, pas j'avoue. tant, Non, pas trop, en vrai. Alors, je vous ai parlé de Marie-Claude, je vous ai parlé de Françoise. Il est temps de nous intéresser au personnage central de notre histoire. Donc, c'est Guy. L'enfant. Oui, le premier enfant, alors. Le premier enfant, Ok. exactement. Alors, Guy Vidal, qui es-tu ? Qu'est-ce qui t'anime ? Guy. Donc, on sait que c'est le fils de Françoise, né de père entre guillemets inconnu et adopté par Claude. Son démarrage dans le monde n'a pas été très évident. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu ? Et il est là ce soir. Guy était un garçon un peu spécial, se souvient Gabriel Roulenc, toujours Gabi, toujours en révolte contre la société, de contacts difficiles. Il aimait passer la nuit seul dans le grenier de l'école. Il se fabriquait des cachettes. Bon, ça s'explique aussi. Enfin, voilà, la vie, elle n'a pas toujours été très. C'est pas toujours très évident, donc voilà. Trauma de naissance. Donc, Dany. Peut-être s'il est temps de voir quelqu'un là-dessus. Donc voilà, Guy a survécu, mais il revient quand même de loin. Alors en 1980, ses parents divorcent. Il suit sa mère à Albi, où il va décrocher une maîtrise de géographie. Jusqu'en 90, où il continuait à venir aux fêtes de village de Bar. Donc pendant 10 ans, en fait, on le voyait assez régulièrement. Il faisait des allers-retours, il voyait son père. Personnage un peu public, intégré dans la... Voilà. Quand il n'est pas dans le grenier, quoi. C'est ça. Et puis, un jour en 92, Guy cesse de donner des nouvelles. Il disparaît. Totalement. Ok. Donc en 92, les gendarmes sont allés trouver son père. En fait, ils cherchaient Guy car il n'avait pas fait son service militaire. D'accord. Donc à ce moment-là, toute sa famille s'est dit, il a dû partir voyager. Il a disparu pour éviter le service militaire et... Ah oui. J'adore voilà, le degré de non-stress de la famille. Il a dû se barrer, c'est pas grave. Voilà. On met une gamelle à la fenêtre, des fois il revient. Donc plus rien, jusqu'en 2004, où Marie-Claude, sa sœur, lance un avis de recherche pour la succession de la maison de leur mère, du coup. Donc aucune réponse, aucune manifestation, jusqu'au jour où elle découvre son cadavre dans le puits du jardin. C'était vraiment lui. C'était lui. Mais par contre, il a été identifié. Okay. Par contre, on ne sait quand même pas comment il a vécu de 92 à 2004. On ne sait pas vraiment, enfin moi je ne sais pas en tout cas à quel moment il est mort, entre 92 et 2004. Et on ne sait pas de quoi il est mort. Okay. Et quel rôle a joué sa mère dans cette fin de vie. Voilà. Et pourquoi il était habillé avec des sous-vêtements? Est-ce que c'est elle qui a un peu débloqué, qui l'a habillé comme ça? Est-ce que c'est lui qui avait des petites fantaisies, tu vois? On ne sait pas en fait. Non. Mais fantaisie. Fantaisie. Voilà.
Ok, d'accord. Et du coup, Ok. personne n'a été condamné. On ne sait pas, c'est On ne un sait- on mystère sait pas. irrésolu, quoi. Parce Ouais. qu'on ne sait même pas de quoi il est mort. C'est ça. Ok. Parce que tu On disais, il a sait été pas. bien nourri, donc il n'a pas été affamé. Sur 15 ans, en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé. D'accord. Mais moi, comment tu sais tous ces détails? Il y a un article qui a été écrit. Et Ah bim, oui, je suis la oui, il y a demi-sœur. eu La Dépêche, Le Monde, Le Point, il y a pas mal d'articles sur Internet. Ouais. D'accord. Donc c'était hyper intéressant de les lire et de faire les... Oui, j'imagine, oui. Voilà. Merci Trop bien. beaucoup, Gaëlle. Merci. Sandy. Bonsoir. Bonsoir, Sandy. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui? Alors, est-ce qu'il y a des hypochondriaques dans la salle? Non, bon, ça Non, mais va. par contre, on a du personnel médical au cas où. Ah oui, c'est vrai. Alors, moi, je vais vous raconter l'histoire de Abby. Enfin, c'est son faux nom, mais voilà, je vais vous raconter l'histoire de Abby. Une femme d'une quarantaine d'années, dans les années 80, qui entend soudainement des voix dans sa tête. Ces voix sont là pour lui donner des conseils et l'aider à avoir un diagnostic d'une tumeur au cerveau et qui l'aidera finalement à s'en sortir. Donc là, tu as fait ta chronique en Allez, ciao. en 2 minutes. Eh bien, merci, Sandra. Alors, excusez-moi, je vais un peu détailler cette histoire de vous happer. Donc, la femme, dans l'article du British Medical Journal, est née dans les années 40 et est arrivée en Grande-Bretagne dans les années 60. Elle a enchaîné plusieurs travails avant de devenir mère au foyer. Elle n'a jamais présenté aucun symptôme psychologique. Pourtant, dans l'hiver 1984, alors qu'elle était en train de lire, une voix résonne distinctement dans sa tête. Ne sois pas effrayée. Je sais que cela doit être choquant de m'entendre parler de cette façon, mais c'est la manière la plus facile à laquelle j'ai pu penser. Mon ami et moi travaillons à l'hôpital des enfants sur Great Ormond Street et nous voulons t'aider. Waouh. Voilà, Elle pendant a la reçu lecture. un message télépathique. Voilà, une voix dans sa tête, bam, De personnes qui travaillent dans un hôpital. qui travaillait Dans un hôpital, dans sa tête. dans sa tête. L'hôpital existe vraiment. Et les gens, ils sont pas présentés. Elle sait pas. Je sais pas qui c'est. Elle leur a pas demandé leur Ah. carte d'identité à l'entrée. Fantôme. Ah. Ah, purée, c'est Guy. Tout est connecté. Oh là là. Bon, il n'était pas encore déguisé à l'époque, mais bon. Comme toute personne normale, Abby pense qu'elle perd la raison. Elle se fait diriger vers un psychiatre qui pense qu'elle fait une psychose hallucinatoire et lui prescrit des antipsychotiques habituellement utilisés pour traiter la schizophrénie. Voilà. Les voix disparaissent grâce aux médicaments pendant plusieurs mois, au grand soulagement de Madame Abby. Mais lors d'un séjour en vacances, les voix reviennent de plus belle et la presse de revenir à Londres. Les voix déclarent que quelque chose ne va pas et qu'il faut qu'elle rentre se faire soigner immédiatement. Elle lui donne une adresse qui se révèle être un département d'imagerie médicale à Londres. Abby ne savait pas que c'était un département d'imagerie médicale. L'hôpital qui a été mentionné au début, c'est à Londres aussi. Oui, c'est un hôpital des enfants à Donc ça Londres. reste un fantôme qui est en onde courte, ce qui est local. Mais après, en vacances, elle était à l'international. Il me dit, il faut que tu rentres à Londres immédiatement. Voilà l'adresse et c'est un service d'imagerie médicale Ok. qu'elle connaissait pas. C'est ouf. Arrête de nous menacer là avec ton doigt. Pardon. Les gens, ils voient pas, mais... Alors, du coup, Madame Abby est de plus en plus désespérée et incite auprès de son psychiatre pour faire un scanner. Les voix lui affirment qu'elle a une tumeur au cerveau. Oui, elle lui affirme qu'elle a une tumeur au cerveau. Et le psychiatre, devant la désespération de Abby, lui dit écoutez, on va essayer, on va le faire, vous allez voir que vous n'en avez pas et on passe à autre chose. Et surtout qu'elle n'a aucun symptôme en fait de tumeur. Non, Vraiment. elle est juste hystérique, comme beaucoup de femmes. Pardon. C'est vrai que j'ai pensé ça quand il lui a prescrit les médicaments contre la schizophrénie. Ouais. Je dis, voilà, c'est une femme, elle est folle. Voilà. Voilà. Lors du scanner, le verdict tombe. Elle a effectivement un méningiome de 6 cm, aux grandes surprises de tout le monde. Il n'y a vraiment aucun symptôme, tout le monde n'y croyait pas, ils lui ont fait faire juste pour lui faire plaisir. Elle se fait opérer rapidement. À son réveil, les voix viennent à elle une dernière fois. Nous sommes contents d'avoir pu t'aider. Mais- Au revoir. Mais See you, Space Cowboy.
Mais c'est Madame Abby ne les entendra plus jamais, même avec une absence de traitement. Elle n'aura plus de traitement contre la schizophrénie, plus rien, plus de tumeur. Elle n'entendra plus jamais de voix. Mais c'était qui cette intervention du coup? Alors il y a plusieurs. Je vais plutôt parler des hypothèses un peu terre à terre. Après il y a toutes les autres hypothèses, je sais pas. Mais les hypothèses terre à terre, parce que le cas a été présenté en fait dans un journal de médecine au Royaume-Uni, et il y a deux hypothèses qui se font. Soit la première, c'est qu'elle se soit fait diagnostiquer antérieurement. Elle aurait fait semblant d'avoir des hallucinations pour pouvoir bénéficier d'un traitement gratuit en Angleterre. Comme elle n'est pas citoyenne anglaise. Oui, mais comme elle n'avait pas de symptômes, comment elle savait comment elle aurait pu savoir qu'elle avait? Elle aurait pu mentir. Elle en aurait eu peut-être. Elle aurait fait croire Qu'elle aurait j'ai pas de caché. symptômes, j'entends des voix. D'accord. Mais l'hypothèse ne tient pas forcément parce que ça faisait plus de 15 ans qu'elle était au Royaume-Uni et qu'elle pouvait quand même bénéficier d'aide pour ses traitements. Donc voilà. J'ai pas compris, excuse-moi. Elle n'était pas citoyenne anglaise. Oui. Donc là, ce que tu me dis, c'est qu'elle s'est fait diagnostiquer dans un autre pays. Elle se serait fait diagnostiquer ailleurs. Ouais. Aurait fait croire que voilà, elle entendrait des voix pour pouvoir bénéficier d'un programme spécial au Royaume-Uni pour bénéficier de la gratuité des soins. Parce qu'elle vient d'où? C'est pas spécial. Dans tous les articles, ils disent d'Europe continentale. C'est jamais spécifié d'où. Ouais, c'est large. Oui. J'ai jamais pu trouver son origine exacte, mais elle n'est pas citoyenne anglaise. Ok, d'accord. La deuxième, ce serait que son inconscient aurait senti la tumeur et se serait exprimé à travers des hallucinations auditives. Les informations qu'elle aurait eues sur les hôpitaux, de l'hôpital des enfants et le service d'imagerie médicale, ce seraient des infos qu'elle aurait grappillées par-ci par-là dans son inconscient, qui l'aurait emmagasinées et pouf, qui seraient sorties sous forme C'est intéressant. d'hallucinations auditives. Voilà, c'est les deux seules hypothèses un peu terre à terre. Les autres, ce serait, elle aurait eu la télépathie, des fantômes, des choses comme ça. Et ça, tu trouves ça pas terre à terre? Non. Vraiment? Donc voilà, mystère. En tout cas, sachez que c'est un vrai cas qui a été relaté dans un vrai journal et ça a vraiment existé. Ok. Voilà. Incroyable. Merci. Voilà, s'il y a des hypochondriaques, bisous. Il y a eu des commentaires dans le chat, donc tout à l'heure sur ce que tu as raconté. Oui. Il y a Azertov qui dit bientôt en saga de l'été sur TF1. Mais complètement. De quoi il a vécu? Je pense que c'est Cobalt qui demande de quoi il avait vécu, mais c'est le monsieur dans le puits. Eh bien, on ne sait pas. Ouais. Probablement que C'est sa ça. mère le nourrissait ou alors qu'il sortait et s'achetait des petits McDo, là, un Scred. Je sais pas. C'est des livraisons, des livraisons. Ok. Aussi. Eh ben, Loli, Je quelle vais- est ta chronique, dis donc alors le mot d'aujourd'hui Ah oui. était confabulation et on va commencer avec un petit quiz. Alors, juste, Loli, Oui. ça veut dire quoi, confabulation? Attendez, mais Merci d'avoir posé la Arrête de- question. Je saignais du nez comme ça. J'ai J'étais là. prévu un super PowerPoint avec des dauphins et des chatons pour expliquer ce que c'est. Ah, pardon. Alors, mais avant, on va commencer par un petit quiz visuel et vidéo. Je vais vous présenter une série d'images et de vidéos. Et parmi elles, il va falloir que vous m'indiquiez quelle est la vérité. Un petit jeu. Alors, J'adore. Alors, oula. à quoi ressemble Pikachu normalement? Non, c'est le B. Alors, pas la dans le queue noire, public, je crois. j'entends les deux réponses. Il n'y a pas la queue noire, on me Oui. dit. Ok, pas la queue noire. Effectivement, voilà. Il n'a pas la queue noire. Il est puriste. Ensuite, le monsieur Monopoly. Ah ouais? J'entends, il n'a pas de monocle. Ah Le ouais public est étonné. Oui, je crois qu'il a pas de monocle aussi, oui. Oui. Ah, mon Dani, je sens que tu vas kiffer. Effectivement, monsieur Monopoly n'a pas de monocle, normalement. Et je vous vois tous très confus. Tous fabriqués dans nos têtes, ça. Ouais. Collectivement, Pourquoi? par télépathie. Parce que ça ressemble à autre chose ou? Eh ouais.
On va y venir, mais ouais. Trop tôt. Ah, mais je suis en diesel, moi. Ce logo de l'industrie textile, A ou B? Alors, j'ai des réponses. Est-ce que vous êtes en train de m'annoncer des réponses contraires à ce que vous pensez, du coup? Ok. Il y a la corne d'abondance. Donc, là, je décris le logo. Il y a... Il y a des fruits dans une corne d'abondance ou des fruits tout seuls. Vous pensez qu'il y a une corne d'abondance, du coup, vous me dites non, en fait, c'est les fruits tout seuls parce que je pense que mon cerveau, il me dit de la merde. Ok. Oui. Et effectivement, il n'y a pas de corne d'abondance. Est-ce que vous connaissez les Looney Tunes? Alors, comment ça s'écrit? Looney Tunes ou Tunes? C'est Tunes. Putain, je savais pas ça. Oui, hein, je suis nulle en graphisme, mais j'ai juste mis des lettres comme ça à droite. Effectivement, il n'y a pas deux os, c'est Tunes. Un peu plus dur, je trouve. À quoi ressemble le logo Volkswagen? Donc il y a 3 propositions. J'entends là, je suis sûre que c'est la A. J'en ai aucune idée. Ça débat dans le public. C'est la réponse C, le logo Volkswagen. C'est la seule que j'aurais pas dit. Dans le chat aussi, les gens sont « What the fuck ?» Alors là, ça va être un peu plus dur, mais vu le public en face de moi qui a beaucoup de connaissances, notamment en pop culture, je pense que en fait, c'est trop facile pour vous. À quoi ressemble C3PO dans la trilogie originale de Star Wars? Ça veut dire épisode 4, épisode 5, épisode 6. À quoi il ressemble physiquement? Zaius, il y est presque. Il est doré, mais ça c'est dans le... Il n'est pas complètement doré. En effet, hop là, regardez-moi, j'ai une petite jambe argentée. Mais ça fait partie de son lore. Toujours dans l'univers de Star Wars, quelle est la phrase mythique de Dark Vador à Luke dans l'épisode 5, l'Empire contre-attaque? Ah, je savais que vous n'allez pas tomber dedans. Il a jamais dit Luke, je suis ton père. Et dans toutes les langues, il a juste dit non. J'ai prévu une preuve vidéo d'une qualité incroyable. La régie m'a adoré lorsque je leur ai envoyé. Ah. Non, je suis ton père. No, I am your father. Ich bin dein Vater. C'est dégueulasse le son. Io sono tuo padre. Zio? Omae no chichi wa washi. Yasen to yoboten. Voilà, j'avais pas plus de langue sous le bras. Dégueulasse. Et là, c'est une dernière question. J'ai pas de support vidéo. Dans Le Silence des agneaux, quelle est la première phrase de Hannibal à Clarisse? Alors ouais, souvent on dit, quand on référence ce film ou on fait des mèmes, il y a écrit « Bonjour Clarisse ». Pas du tout, il dit juste « Bonjour ». Et même plus tard, quand il l'a au téléphone, il dit « Well Clarisse ». Ce qui en français est très drôle, ça donne « Alors Clarisse ». Alors, qu'est-ce qu'on vient de vivre là, tous ensemble, à part un moment merveilleux rempli de joie et d'émotion? Des confabulations. Nous venons de vivre ce qu'on appelle l'effet Mandela. L'effet Mandela, c'est lorsque plusieurs personnes partagent une fausse croyance ou un faux souvenir au sujet d'un fait ou d'un événement. C'est un faux souvenir collectif. Le terme a été inventé en 2009 par la chercheuse en paranormal et écrivaine Fiona Broome parce qu'elle croyait à l'époque que Nelson Mandela était mort en prison. Donc en 2009, elle l'a inventé. Elle croyait qu'il était mort en prison dans les années 80, alors que, quand est-ce qu'est mort Nelson Mandela?
Pas loin, j'entends 2017, 2014. Ça y est, il est mort. Il est avec Michael Jackson, c'est ça. Voilà. Il est mort en 2013 des suites d'une infection respiratoire et pas du tout avant lorsqu'il a été emprisonné. À savoir qu'entre le moment où beaucoup de gens pensent qu'il était mort, donc dans les années 80, et sa vraie mort, le gonze a trouvé le temps de recevoir le prix Nobel de la paix en 93 et il a été président de l'Amérique du Sud de 94 à 99. Afrique du Sud en 94 et 99. Alors, qu'est-ce qui peut causer un faux souvenir ? Il existe plusieurs facteurs qui peuvent causer un faux souvenir. Qui a dit la connerie dans le public ? Là où c'est mystérieux, c'est lorsque plusieurs personnes se souviennent de travers de la même chose. C'est en ça que c'est super croustillant pour les conspirationnistes et les théories dites alternatives, que j'adore, on y reviendra plus tard. Pour le moment, on se focus sur les causes probables mesurées par la science et la psychiatrie. Par ailleurs, le mot scientifique pour désigner un faux souvenir, c'est le mot compliqué du début. Confabulation. J'y vais trop bien. Okay. Confabulation. Je vous ai pas menti, je vous ai fait un beau PowerPoint avec un dauphin. Il y a des petits cœurs dans les lettres. Oui. Alors, c'est moi. Moi, je fais tout sur... vous partagez en masse, j'espère. Donc, la confabulation, c'est une distorsion de la mémoire qu'il ne faut pas confondre avec la mythomanie, dans laquelle la personne qui confabule croit à son récit imaginaire. On parle de confabulation lorsque la fabulation sert à combler des déficits de mémoire. Deep Parsi Prasad et William Brandridge de l'Université de Chicago ont fait une expérience pour vérifier si l'effet Mandela existait réellement. Elles ont présenté un ensemble de 40 images à un panel de gens, dont le Monsieur Monopoly, C3PO ou le logo de basket Fruit of Loom, qu'on a fait ensemble tout à l'heure. En fait, je vous ai extrait quelques images de l'expérience qui a été faite. Les résultats qui ont été publiés dans la revue Psychological Science montrent que les participants ont obtenu de très mauvais résultats pour 7 d'entre elles, ne choisissant la bonne image qu'environ ou moins de 33% du temps. Pour ces images, les gens identifiaient systématiquement la même version incorrecte, tout en étant confiants dans leur choix et affirmant qu'ils connaissaient bien les logos. Prasad et Brandridge ont ainsi constaté que cet effet de faux souvenirs était fort, et ce même si l'on applique différents protocoles pour tester la mémoire. Par exemple, lorsqu'on montrait la version correcte de l'image aux participants, ils choisissaient toujours la mauvaise version quelques minutes plus tard, et lorsqu'on leur demandait de dessiner ces images en utilisant leur mémoire, ils utilisaient les détails incorrects. Cette étude a déclaré qu'il se peut qu'il n'y ait pas de cause universelle unique à ce phénomène, mais on a suggéré quelques-unes. Premièrement, une attente préalable à l'égard d'une image. Par exemple, Monsieur Monopoly, on l'imagine avec un monocle, t'en parlais Gaël tout à l'heure, parce que pour nous, le monocle, c'est un peu l'image de l'aristocratie et des gens qui brassent de la thune. Exact, ouais. Donc c'est notre cerveau qui suggère que ça devrait être comme ça par rapport aux connaissances que l'on a et ce que l'on a vécu. C'est aussi possible que ce soit un souvenir erroné construit sur une lacune de mémoire comblée de façon rationnelle. Par exemple, sur C3PO, les médias montrent surtout le haut de son corps, donc on ne voit pas sa jambe argentée. Du coup, le cerveau comble en imaginant que tout son corps est de la même couleur, car généralement, les corps sont tous de la même couleur, de la tête aux pieds. D'autres chercheuses se sont penchées sur la question pour résoudre ce mystère, qui avait déjà étudié par Freud notamment, et le philosophe et psychologue Pierre Janet. On peut citer le travail par exemple de Bridget et Gregory Robinson Regler, tous deux spécialisés en psychologie cognitive. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, la psychologie cognitive a pour but de comprendre l'acquisition, l'organisation et l'utilisation de nos connaissances. C'est vraiment comment on traite les informations et qu'est-ce qu'on en fait pour nous exister. Le travail des Robinson-Regler, du coup, a mis en avant plusieurs raisons possibles dans la création de faux souvenirs, et parmi celles-ci, l'interférence rétroactive. Je vous laisse le dauphin en fond, j'aime bien. Qu'est-ce que c'est l'interférence rétroactive ? Mais qu'est-ce que c'est, Alain ? Attendez, je prends ça dans mes mains. Voilà.
Alors, l'interférence rétroactive, c'est une distorsion de la mémoire d'un événement induite par une nouvelle information. Cette nouvelle info interfère avec la capacité à préserver l'information originale. C'est une désinformation de notre souvenir. Comment cette désinformation est-elle faite ? Eh bien, elle peut être faite par un sujet extérieur qui nous questionne sur le souvenir original tout en utilisant des mots bien précis qui peuvent altérer notre mémoire. Mais non. Si. Ça veut dire que tu peux manipuler et faire dire ce que tu veux aux gens, en fait, un peu. Ouais. Je t'en rends pas compte, c'est ce que je fais tous les jours avec toi, bébé. L'enfer. Je suis une dingo. Un cas de figure frappant, c'est lorsqu'on est questionné par, à tout hasard, les forces de l'ordre. On parle de questions suggestives. Ces questions sont posées de manière à suggérer une réponse attendue. Par exemple, avez-vous vu l'homme qui traversait la route ? Le mot L', cet homme, l'homme, suggère qu'il y avait un homme qui traversait la route. Une version non suggestive de cette question aurait pu être « Avez-vous vu quelqu'un qui traverse la route ?» Une autre cause probable des faux souvenirs est la privation de sommeil. Je dirais interrogatoire policier, privation de sommeil. On peut faire dire ce qu'on veut à n'importe qui dans ces conditions. Parce que c'est le sommeil qui permet de consolider les souvenirs sur le long terme. Or, être privé de sommeil ne permet pas au cerveau d'ancrer les vrais souvenirs et il remplit les trous comme il peut. C3PO est tout doré. Les avancées significatives sur le sujet des faux souvenirs ont été majoritairement amenées par la psychologue cognitive américaine Elizabeth Loftus. Elle est considérée comme la pionnière de la psychologie judiciaire moderne pour ses travaux innovants sur la malléabilité de la mémoire et son engagement permanent contre les erreurs judiciaires. C'est quelqu'un qui est sérieux dans ses travaux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle a fait des années d'études, elle a reçu plusieurs titres, elle ne sort pas du buisson. Elle a été élue à la prestigieuse Académie nationale des sciences américaines. Elle a été classée 58e sur la liste des chercheurs en psychologie les plus influents du XXe siècle. Et première femme à être classée dans cette liste. Je vous parlais des questions suggestives tout à l'heure, mais il n'y a pas que les forces de l'ordre qui peuvent induire un faux souvenir à leur convenance. Jusqu'à présent, on rigolait un petit peu de se planter sur la couleur de la jambe de C3PO. Mais les conséquences des faux souvenirs peuvent avoir une grande implication dans le monde réel, comme des fausses condamnations et dans des procédures judiciaires. En 90, Loftus a justement été confronté à l'affaire George Franklin. L'affaire Franklin, c'est un homme qui a été condamné pour meurtre sur la seule base du témoignage de sa fille, reposant sur un souvenir d'enfance recouvré au cours d'une thérapie dite déviante. C'est la thérapie de la mémoire retrouvée. Ces thérapies, c'est des thérapies qui utilisent des techniques comme l'hypnose, les médicaments hypnotiques sédatifs, l'imagerie guidée, pour soi-disant aider les patients à retrouver des souvenirs oubliés qui pensent être enfouis dans leur subconscient. C'était quand ça, Loli ? Dans les années 90. Ah, ok. Il n'y a pas si longtemps. Ben non, j'aurais plutôt dit années 70-80 pour le coup. C'est un peu l'influence New Age sur la psychologie. Ok. Ouais. Alors cette affaire, pour résumer, en 69 en Californie, une fillette disparaît, son corps est retrouvé 3 mois plus tard. 20 ans après, Aileen Franklin, suite à sa thérapie, accuse son père et elle fournit tout un tas de détails hyper précis. Donc en 90, le père est condamné à la prison à vie, mais en 95, sa condamnation est annulée, entre autres grâce au travail de Elizabeth Loftus, qui a testé expérimentalement l'hypothèse de l'implantation de faux souvenirs et qui a démontré qu'il est possible d'implanter, par suggestion et imagination, le souvenir d'un événement qui n'a jamais existé. Plus tard, la fille de George a déclaré se souvenir de 2 autres meurtres commis par son père, mais les tests ADN ont prouvé le contraire. On peut également citer le cas de Holly Ramona, qui à 19 ans a consulté un thérapeute pour des problèmes de boulimie et de dépression. Pendant sa thérapie, on lui a injecté du Pantotal, qu'on appelle familièrement sérum de vérité, voilà. Et soi-disant, c'est une substance qui, lorsqu'elle est injectée, la personne ne dit que la vérité. Attends, pardon, un thérapeute t'injecte un sérum de vérité avec ces troubles. Ah, je sais pas quel est le rapport.
En fait, ils ont voulu faire une thérapie. De l'alimentation, c'est ça? Dépression et alimentation. Et on lui donne une du pain thérapie. total pour ça. Ouais. Ok. Peut-être pour refouler, pour retrouver ces fameux souvenirs refoulés, pour trouver l'origine de ces mots. D'accord, ok. Ok, c'est un peu hardcore quand même. Au bout de quelques mois, Holly retrouve le souvenir ignoré jusque-là d'actes d'inceste commis par son père entre ses 5 et 8 ans. Elle porte plainte, mais le travail de Loftus disculpe le père, en plus d'un travail scientifique approfondi. Ça a créé en elle un souvenir de quelque chose qui n'a pas existé. Mais c'est horrible. Oui, c'est horrible. En fait, elle a le souvenir de ça, alors que ça n'a pas eu lieu. Ouais. Et en fait, parmi les preuves scientifiques, à l'époque, parce qu'en plus ça va plus loin, genre son père lui aurait demandé d'avorter, etc. Son père était opéré pour ne pas avoir d'enfant. Oh, d'accord. Et elle était encore vierge. Enfin, en fait, il y a plein de preuves scientifiques. Ouais. C'est ouf. Ok. Ouais. Ah oui, quand même. C'est horrible. Oui. Un des sujets d'étude et de réflexion de Loftus, c'est le Lost in the Mall technique, que l'on peut traduire par perdu dans un centre commercial. C'est une technique d'implantation de mémoire utilisée pour démontrer que des histoires imaginaires sur des événements qui ne se sont jamais produits, comme celui où on a été perdu dans le magasin quand on était enfant, peuvent être créées à partir de suggestions faites aux sujets expérimentaux. Si petit, on te dit ta mère t'a perdu dans le centre commercial, bah, peut-être qu'à force, 10 ans après, Tu vas créer ton souvenir. Tu vas créer ton souvenir. Une des études les plus marquantes dans le travail de Loftus, c'est celle qu'elle a réalisée avec Palmer en 1974, qui s'appelle The Car Crash Experiment, c'est-à-dire l'expérience de l'accident de voiture. Je vous mets une vidéo de la reconstitution. Il y a pas, c'est soft, c'est une reconstitution, il n'y a pas de choses sanglantes dedans. Ça va très très vite. Vous allez la regarder attentivement. Il y a QCM. Voilà. Merci. La beugnie, la bagnole. Donc, Loftus a montré cette vidéo à des participants et elle leur a demandé d'estimer la vitesse des véhicules, mais en changeant un seul mot à chaque fois lorsqu'elle questionnait. Première fois, elle a demandé à quelle vitesse allaient les voitures quand elles se sont heurtées. Seconde fois, à quelle vitesse allaient les voitures quand elles se sont percutées. Et enfin, à quelle vitesse allaient les voitures quand elles se sont fracassées. Ah, ok. Elle a suggéré les réponses des participants. Résultat, plus le verbe était fort, fracasser, plus les gens estimaient la vitesse élevée. Certains affirmaient même avoir vu du verre cassé, alors que dans la vidéo, on ne voit pas de verre cassé. Cette expérience montre à quel point nos souvenirs peuvent être influencés par la façon dont on nous pose une question et prouve que la mémoire n'est pas une vidéo fidèle, mais une reconstitution influencée par le langage, les émotions ou le contexte. Cette expérience a été une découverte essentielle pour comprendre les limites du témoignage humain, notamment en justice. Bah oui, parce que ça quand même fortement, c'est une grosse charge encore de nos jours quand tu as un témoignage visuel de quelqu'un, alors que ça peut être complètement transformé ou inventé. Et puis, on te pose la question à chaud, tu as peut-être encore tout en tête, mais tu es sous le coup de l'émotion, donc peut-être tu peux amplifier. On te pose la question 6 mois plus tard, tu as raconté à tes potes, ta famille, en fait, tu as peut-être construit des trucs. C'est vraiment pas fiable. Alors, on se dit comme ça que ça peut être assez rare, cette histoire d'interférence rétroactive, puisque là, on parle de situation judiciaire. Mais en 2002, Loftus a collaboré avec d'autres chercheuses, Brown et Ellis, pour travailler sur la publicité et la mémoire. Elles ont montré à des gens une fausse publicité Disney, qu'on ne verra pas, qui racontait une journée magique à Disneyland avec le personnage de Bugs Bunny. Sauf que... Disney, voilà, that's my girl. Bugs Bunny n'a jamais pu être à Disneyland puisqu'il appartient effectivement à Warner Bros. Mais après avoir vu cette pub, plein de participants ont affirmé se souvenir l'avoir rencontré lorsqu'ils étaient enfants. Ils ont décrit la scène, lui avoir serré la main, pris des photos avec lui et tout, comme si c'était vrai. Cette expérience montre que la publicité peut manipuler la mémoire au point de faire croire à des expériences qui n'ont jamais eu lieu.
C'est une preuve frappante du pouvoir suggestif des images et des récits marketing sur les souvenirs et nos croyances. Cette interférence rétroactive peut donc nous arriver à tous, à n'importe quel moment, car nous sommes exposés au contenu marketing et à la publicité au quotidien. C'est le boulot des marketeurs de susciter des émotions pour nous faire vendre, quitte à altérer notre mémoire. Je te reconnais là, Loli, tu finis par le capitalisme, c'est mal. Alors, en vrai, je finis par les dimensions alternatives. Donc là, on a vu un peu les explications plutôt rationnelles et nourries par la science. Mais j'ai vu passer plein d'autres choses lors de mes recherches. C'est celle des dimensions alternatives. Quand j'ai fait mes extraits de recherche, quand j'ai fait les extraits de vidéos pour vous faire le petit quiz tout à l'heure, je suis tombée sur le commentaire de Corentin842 qui m'a attiré l'œil. Et il répond au commentaire d'un autre utilisateur et il dit « Ne t'inquiète pas, tu n'es pas fou du tout. L'effet Mandela est causé à cause des gens qui voyagent ou voyageaient à travers le temps pour pouvoir changer leur vie. Je proviens du même univers que la tienne. Nous vivons juste dans un autre univers maintenant, car 1, non, c'est dur pour moi. Notre fréquence a changé. 2, notre ancien univers a disparu. 3, notre univers s'est lié à la leur. 4, tu as perdu la vie au moins une fois. Oh yeah! Oh wow. Dans un commentaire YouTube. Alors moi, je suis plutôt cliente de ce genre de réflexion alternative. Donc quand je lis univers parallèle, je suis content. En effet, certaines personnes affirment que l'effet Mandela est la preuve d'une dimension alternative qui se serait entrecroisée avec la nôtre à un moment donné. Malheureusement, ce que j'ai pu constater, c'est que c'est un discours souvent soutenu par les personnes conspirationnistes, mais pas que. Au tout début de cette chronique, je vous parlais de Fiona Brown, qui a inventé le mot effet Mandela. En fait, Fiona, elle avait lancé son site internet en 2009 dédié à mandelaeffect.com, donc dédié à ce phénomène. Et le site encourageait les discussions en commentaire pour avancer sur le sujet, puisque l'effet Mandela repose sur une pensée commune. Depuis, le site internet n'existe plus, mais il y a un WordPress très mal référencé qui en est une copie en l'état où le site a été fermé. Et on y apprend tout un tas de choses. Déjà que Fiona et son compagnon ont inventé ce terme effet Mandela lors d'une discussion en 2009 lors de la DragonCon, une convention dédiée aux comics et à l'univers du fantastique. On y lit qu'elle se décrit comme chercheuse et écrivaine en paranormal. Et elle a aussi un site internet dédié à la chasse aux fantômes, qui n'existe plus. Oh. Du coup, si on parcourt un peu le contenu de son site, les commentaires qui ont été clôturés en 2016, on se rend compte que la piste explicative de cet effet Mandela, globalement de la bouche de cette personne qui a inventé le terme, c'est surtout les univers parallèles. C'est un sujet qui est peu abordé lorsque les médias traditionnels reprennent le fait effet Mandela pour tenter d'expliquer le phénomène. Les causes de ces univers parallèles, d'après le site de Fiona, c'est souvent le CERN. Alors il y a aussi des gens qui ont suggéré la pilule rouge, la pilule bleue. Si vous voyez un mot, le A il devient E, c'est qu'on a eu un changement de temps, un changement d'univers. Les logos ils deviennent bleus, ils deviennent rouges. Ça crée des multivers, c'est tout. Et c'est ça l'effet Mandela, des glitches. Le CERN, il me reste pas beaucoup de temps pour vous parler de ça. Alors, pour celles qui ne savent pas ce qu'est le CERN, c'est l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. C'est un des plus grands et plus prestigieux laboratoires scientifiques du monde, qui est en Suisse. Et en fait, lors de ces expériences, le CERN, pour faire simple, serait à l'origine de la création de multiverses, qui donnent les effets Mandela. Est-ce qu'on est l'univers Prime? Peut-être. Et peut-être que même toi et moi, on n'est pas dans le même univers, on est juste en train de se croiser. Oh là là. Une théorie qui est suivie par le scientifique Max Lugan, qui affirme que notre univers a été détruit à cause des dernières expériences du CERN et que nous nous trouvons dans un univers parallèle, mais semblable à l'original. Oh là. Je vais devoir conclure parce qu'il faut laisser de l'espace pour tous les autres podcasteristes aujourd'hui. Ne croyez pas ce que dit Max Lugan, c'est un petit génie dont le père est multimillionnaire et qui finance tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. C'est une théorie qui tenait pas à la C'est route. un Nepo Baby. C'est un Nepo Baby. Voilà, donc est-ce que c'est juste une construction de notre mémoire? Est-ce qu'on est vraiment dans des univers parallèles? Je ne sais pas. Laisse-nous rêver. Et c'est tout pour moi. Merci Loli.